Donc bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 2 de Café SF, le podcast de science-fiction. Donc nous sommes trois aujourd'hui, je suis Vermeer, nous avons comme d'habitude Sherine Ford. Bonjour Sherine Ford. Bonjour. Bonsoir pour moi, mais bonjour pour toi. Oui. Sherine Ford est de Belgique, moi je suis au Canada et nous avons une troisième comparse aujourd'hui. Donc Madame Ridul. Bonjour Madame Ridul. Bonsoir aussi, parce que moi aussi c'est le soir. C'est ça, elle est à Versailles. Donc on va commencer par présentation Voilà. de... Justement, continuez à parler Madame Ridul. Qui es-tu comme lectrice? Alors, j'ai 41 ans tout juste, et je lis de la science-fiction, essentiellement de la science-fiction depuis mes 7 ans. Je suis tombée sur un gros carton à mon père, et j'ai mis le nez dedans, et j'en suis plus sortie. Et dans ce carton, il y avait des grands classiques, Dagon de Lovecraft, Les Rois des Étoiles d'Edmond Hamilton, Espace Vital de Asimov, du Cordwainer Smith, et des volumes de la grande anthologie de la science-fiction. Et ça m'a formaté en fait. Oui. Bon, mon père avait un assez bon goût en matière de science-fiction aussi. Ça m'a formaté un peu la suite de ma vie de lectrice. J'ai un peu de mal avec le fantastique et la fantasy. Ça m'ennuie un peu en fait, à part Lovecraft. Voilà. Parfait, c'est le thème de l'émission. Voilà. Et donc j'aime beaucoup tout ce qui est space opéra, planète fantasy, et dernièrement aussi tout ce qui concerne le transhumanisme. Bon, parfait. Donc tu lis des livres et des nouvelles visiblement. Alors je lis beaucoup plus de romans que de nouvelles, mais ça m'arrive aussi de lire quelques recueils de nouvelles. Là dernièrement, le dernier recueil de nouvelles que j'ai lu, c'était celui de Ken Liu, La ménagerie de papier. Ah bon, on s'en reparlera, moi je l'ai lu aussi. C'était pas terrible. Toi t'as bien aimé, c'est ça? Moi j'ai bien aimé. Bon. C'est assez, inégal, mais dans l'ensemble j'ai bien aimé. Bon, parfait. Bon, on va commencer sur Lovecraft alors, parce que Lovecraft, c'est dans les auteurs phares de la SF. En France, il y a Lovecraft. Pas aux États-Unis, c'est ça qui est bien, qui est un peu intéressant. En France, Lovecraft a une très grande présence éditoriale, ça a été édité, réédité, des anthologies, des machins. Visiblement, c'est très à la mode. C'est en partie dû, je pense, à la grande popularité du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, qui va chercher une grande base de lecture chez les rôlistes. Et donc, ça permet à Lovecraft d'être très reconnu en France, voire même adulé par certains cultistes, alors qu'aux États-Unis, c'est un auteur vraiment de seconde zone. Donc, on va commencer un peu sur son œuvre. Alors, qu'est-ce que tu as lu, toi, Sherine Ford, de Lovecraft, et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'ai lu à peu près tout, je pense. Oui, je dois avoir à peu près lu tout ce que Lovecraft lui-même a écrit, et une grosse partie de ce que son club a écrit à son tour. J'avais commencé de mémoire par l'affaire Charles Dexter Ward et par des recueils de nouvelles qui contenaient des textes de Lovecraft, mais aussi d'autres, comme je pense le recueil L'Appel de Cthulhu, qui était édité chez Press Pocket à l'époque, contenait des nouvelles d'autres auteurs. Essentiellement, moi, ce que j'ai beaucoup, j'ai lu plusieurs fois même, ce sont les quatre recueils de nouvelles qui étaient édités chez De Noël Présence du Futur à l'époque et qui ont été réédités chez Folio SF récemment, il y a quelques années. Donc tu étais un fan obscur, un cultiste de Lovecraft? Moi j'aimais bien, je dois dire qu'à l'époque où j'ai lu ça, j'étais quand même assez jeune. Donc en gros, effectivement, c'est l'appel de Cthulhu qui m'a amené à ça. Donc on avait trouvé ce jeu de rôle, ça se vendait chez Belgique Loisirs, enfin l'équivalent de France Loisirs. Et un de mes amis avait acheté ça et on n'avait pas trop bien compris de quoi ça parlait, ce jeu de rôle. Donc on avait lu bien sûr que c'était
en rapport avec l'œuvre de Lovecraft, et donc on avait voulu essayer de se documenter. Et au départ, c'était pas si évident que ça de trouver des romans ou des nouvelles de Lovecraft. C'était pas si facile que ça. Et puis un beau jour, un de mes amis s'est ramené chez moi en me narguant avec un roman, des recueils de nouvelles. Et à partir de là, ben, j'ai essayé de me procurer tout ce qui était sorti. Donc voilà, bon oui, c'est de la documentation quelque part, les nouvelles de Lovecraft. Ok, on va ceux écrire en détail. Madame Rioul, toi, t'as lu quoi? Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai eu la primeur dans mon enfance de Dagon. Donc c'est un des recueils, des premiers recueils de nouvelles qui a été publié en France. Donc je suis venue au jeu de rôle l'appel de Cthulhu bien après. Donc j'avais déjà une connaissance au moins parcellaire de Lovecraft, parce que pendant très longtemps en fait je n'ai eu que ce volume-là que je relisais régulièrement. Et en fait quand je me suis mis à jouer au jeu de rôle, effectivement je me suis dit tiens il faudrait peut-être que je lise la suite. Et donc j'ai fait l'acquisition des 3 volumes d'intégrale de chez Bouquin et j'ai tout lu dans la foulée, je sais pas, peut-être 2 ou 3 semaines. Voilà, et alors, encore une fois, c'est le problème des nouvelles, c'est il y a un peu de tout et n'importe quoi, et j'en suis restée à mon livre préféré, c'est quand même Dagon. Parce qu'il y a les 8 nouvelles en fait de petite taille sur les contrées du rêve qui vraiment m'ont marqué et qui ont façonné mes rêves en fait pendant toute mon adolescence, enfin mon enfance et mon adolescence en l'occurrence. Et d'ailleurs ça se ressent dans ma pratique du jeu de rôle l'appel de Cthulhu où j'aime particulièrement comment dire les séquences contrées du rêve en fait. Alors commençons. Donc maître de jeu, Commençons donc par ce recueil, vu qu'il vient d'être réédité l'année dernière, et nouvelle traduction, l'année dernière ou il y a 2 ans, enfin bref, il n'y a pas très longtemps, avec nouvelle traduction des textes. Moi de mon côté, j'ai pas lu des tonnes de Lovecraft, mais enfin bon, j'ai lu quand même les recueils dont tu parlais, Ford, Le Masque de Cthulhu, L'Appel de Cthulhu, La couleur tombée du ciel, et sûrement un ou 2 autres, il y a bien longtemps aussi. J'avais pas tellement aimé à l'époque, déjà j'avais un goût très sûr visiblement. Et donc quand le recueil sur les contrées du rêve est sorti il n'y a pas très longtemps là, et puis en même temps il y a un supplément qui est sorti pour les contrées du rêve dans la gamme jeu de rôle, je me suis dit ah tiens je vais lire du Lovecraft, ça fait 20 ans que j'ai pas lu ça, donc j'ai lu le fameux recueil Les contrées du rêve qui regroupe toutes les nouvelles sur les contrées du rêve de Lovecraft. Je me suis dit tiens bon voilà, et c'était abominable, je me suis fait chier, c'était vraiment atroce. Alors le problème que j'ai trouvé, pour être précis, c'est déjà l'écriture. C'est très mal écrit. Au niveau de la description, la qualité descriptive et d'évocation pure de Lovecraft, c'est vraiment faible. Il n'arrive pas à décrire, il utilise souvent des mots fourre-tout parce qu'on voit qu'il n'arrive pas à donner le rendu qu'il veut. Donc au niveau de l'ambiance, c'est pas terrible. Après, la caractérisation des personnages est très faible. Dans ces nouvelles, souvent le personnage est insipide, c'est un peu presque toujours le même. Il n'y a pas un très fort point de vue. Lui, quoi. Un peu comme lui, en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pas non plus très intéressant. Après, il y a des nouvelles où vraiment la structure de l'histoire est vraiment pathétique. Ça part dans tous les sens, il n'y a pas de construction, il y a des digressions. On part d'une nouvelle à l'autre, d'une histoire à l'autre, sans queue ni tête, il y a des blocs immenses de description, c'est vraiment indigeste. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment mauvais à un point. J'avais un mauvais souvenir de Lovecraft, mais alors là, ça m'a réveillé. Quand même, bon, Lovecraft, il a écrit beaucoup, donc on ne peut pas écrire que de la merde quand on écrit beaucoup, quand même. Donc dans les contrées du rêve, là, dans ce recueil, il y a quand même 2-3 nouvelles où j'ai trouvé que, malgré ça, quand il est court, il arrive, avec son style assez bizarre au niveau de la description, à quand même arriver à une certaine poétique, j'ai trouvé. Notamment, il y avait une nouvelle, le bateau blanc, là, sur un gardien de phare, je ne sais pas si vous venez de cette nouvelle, un gardien de phare qui voit passer un bateau blanc, ça, je trouvais ça assez bien vu, court, poétique, ça passait bien.
Aussi une autre, L'étrange maison haute dans la brume. Une petite nouvelle où un homme voit une maison dans la brume où personne ne va, puis il tourne autour, il arrive à monter. C'est beaucoup dans le non-dit, donc il y a une ambiance, c'est pas mal, c'est concis. Et là, c'était pas mal. Donc sur ce recueil, donc Les Contrées du Rêve, qui faisait 370 pages, j'avais trouvé ces deux nouvelles de correctes qui, à elles deux, font 25 pages. Donc voilà l'ampleur de ma déception sur ce recueil. Ben, toi, Shirin Ford, tu l'as lu ce recueil? Non, je ne pense pas. Non, enfin, ça fait pas partie ça me dit rien. Les deux nouvelles dont tu me parles ne me disent rien. Donc, mais maintenant, à nouveau, c'est un auteur que j'ai lu il y a très longtemps. Ici, en préparation du podcast, j'ai relu un recueil qui s'appelle La chose des ténèbres, où il y a des textes de Lovecraft et d'autres auteurs. Moi, ce que je remarque, en fait, c'est que en fait, il utilise beaucoup d'effets de manche. C'est-à-dire que il va utiliser un vocabulaire très particulier avec des mots, des mots qui sont beaucoup d'adjectifs, beaucoup de mots qui vont vouloir te mettre mal à l'aise en fait, qui effectivement décrivent pas grand-chose, mais dont le but est vraiment de te plonger quelque part dans un état de suggestibilité. Je pense qu'il y a un petit côté malsain comme ça dans les mots qu'il utilise. Et en tout cas, pour moi, en tant qu'adolescent, ça marchait assez bien. Je veux dire, je lisais ça le soir à la lueur de la lampe de chevet et j'aimais vraiment beaucoup ça. Après, le fait qu'il en rajoute comme ça fait que sur une nouvelle de 30 pages, en fait, il se passe pas grand-chose en réalité. Tout est fait pour diluer finalement les événements. Mais d'un autre côté, ça marche pas mal. Après, voilà, moi j'ai pas de. Alors, quand tu dis qu'il a écrit beaucoup, moi je suis pas persuadé qu'il ait écrit tant que ça. Parce que bon, les 3 intégrales de bouquins qui font 1300 pages chacune, j'ai regardé un petit peu les sommaires de ces intégrales. Sur les 3 intégrales, il y a à peu près 900 pages de Lovecraft. Hein. Donc on a 3900 pages, dont il y a à peu près un quart qui ont été écrits par Lovecraft. C'est quand même pas grand-chose. Hein. Le reste, en réalité, ce sont des auteurs comme Derleth, Robert Bloch, des bons auteurs. D'autres, enfin oui, des bons auteurs. Enfin, ça dépend. Ils font du bon ou du moyen aussi. Enfin, ça dépend un petit peu dans quelle direction ils vont. Et du mauvais aussi. On va revenir sur ça, mais avant qu'on passe justement sur les auteurs qui écrivent dans le monde de Lovecraft, Madame Ridul, toi qui es une grande fan des Contrées du Rêve, dis-nous un peu ton point de vue sur les Contrées du Rêve. Toi, tu dis ça t'a façonné à vie. C'est aussi fonction de l'âge auquel je les ai lus. Forcément, on n'a pas la même perception des choses quand on a 7 ans que quand on en a 14 ou 20. Moi, c'est vrai que La quête d'Iranon, Céléphaïs, La malédiction de Sarnath, ça avait ce côté très pessimiste, parce que c'est des nouvelles qui, chez Lovecraft, tout finit toujours mal, mais avec une espèce de nostalgie d'un monde merveilleux, avec le souvenir d'une lumière, on va dire, divine. Et je sais pas, j'ai toujours cette envie de ce monde du rêve, en fait, qui est doux amer, qui promet pas le bonheur éternel, ou la lumière sans ombre, mais où on a encore le souvenir et l'écho de la lumière et des sons, des trompettes divines, on va dire. Voilà, c'est ça que ça m'évoque. Non. Maintenant, je suis assez d'accord avec Shirin Ford sur ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de mots et les mots
les accumulations de mots, ça a aussi son petit effet sur moi, surtout à l'époque. Ça avait sur Maintenant, j'arrive plus à me concentrer, mais c'est vrai que les textes où il y avait des accumulations, ça me fascinait en fait. Ah. Voilà. Bon. Alors, par contre, le recueil dont tu parles sur les contrées du rêve qui a été réédité, je ne l'ai pas lu. Parce que j'ai plus de place chez moi, donc maintenant je suis obligée de faire une sélection, on va dire. Donc je me contente de ma vieille traduction, et qui est plus vieille que moi. Est-ce que j'ai tort ou raison, je ne sais pas, mais bon, j'ai de l'affection pour elle. Au niveau de la préface de la nouvelle traduction était intéressante sur les difficultés de traduction de Lovecraft, et je pense qu'en fait c'est pour ça que Lovecraft a une grande popularité en France. Une des raisons, je pense, il y en a probablement d'autres, mais je pense qu'il a été sauvé par des très bons traducteurs dans ses premières traductions, qui ont vraiment élagué le texte, qui ont vraiment sorti le meilleur dans la traduction française, et que ça a beaucoup contribué à la visibilité de Lovecraft en France, une visibilité qui n'est pas très grande aux États-Unis. Donc je pense que ça l'a pas mal sauvé. La nouvelle traduction est forcément plus moderne, plus proche du texte, donc bon, voilà quoi. Est-ce que c'est positif ou négatif? J'ai tendance à bien aimer le côté passéiste des anciennes traditions, donc bon. Après... J'ai pas fait de comparaison vraiment texte à texte, vu que je suis Lovecraft, j'aime pas particulièrement. Mais bon, dans la nouvelle version, on voit que c'est assez proche du texte, visiblement. On reconnaît des fois un peu les structures anglo-saxonnes de phrases. Donc, bon, c'est Lovecraft, quoi. Mais donc, alors, passons au sujet que Shirin Ford abordait. On discutait un peu en préparant l'émission, et je disais à Shirin Ford, ah ouais, Lovecraft, il y a cette nouvelle-là, c'est super bien, là, la nouvelle avec les dauphins, là, les dauphins, c'est super. Et Shirin Ford, tu me disais, en fait, c'est pas Lovecraft. Non, c'est là, comment... attends, elle est justement dans le recueil que j'ai lu, celle-là, donc c'est Wade, non? C'est pas ça? Je sais pas si c'est des zoologues. Oui, ceux des profondeurs, c'est ça. Et ça, c'est de James Wade, donc je sais même pas ce qu'il a écrit d'autre, à vrai dire, j'ai pas souvenir d'avoir lu autre chose que de lui. Je te disais aussi, ah oui, la nouvelle avec les chiens de Tindalos, c'est vachement bien et tout, machin. Puis tu m'as dit, ça aussi, c'est pas Lovecraft. Non, ça non plus, c'est pas de Lovecraft. Je pensais sincèrement que c'était de lui, mais c'est pas de lui. Je sais plus de qui c'est, mais quand j'ai vérifié, c'était pas de lui. Et donc c'est ça qui est amusant. Moi, dans mon souvenir, les meilleures nouvelles de Lovecraft, en fait, ne sont pas de Lovecraft. C'est un peu ce que tu disais sur l'anthologie là complète. En fait, il y a tellement d'auteurs qui ont écrit derrière que ce qu'on appelle maintenant, oui, Lovecraft, machin, c'est pas forcément en fait ce qu'a écrit Lovecraft. C'est plutôt ce qu'a écrit les autres. Qui est presque aussi ou plus volumineux ou au moins aussi intéressant que ce qu'il a écrit lui-même. Ouais. Il a initié une galaxie qui s'est développée en même temps et après lui. Donc ça, on ne peut pas lui retirer au final. Ah, moi si. Non, c'est clair qu'il est... Vas-y, moi je le retire complètement aussi. Parce que en fait, Lovecraft, lui, c'est le continuateur, une grande partie des concepts sur les dieux de l'au-delà, indicibles, machin. Antérieur à l'humanité, c'est Abraham Merritt, c'est antérieur à lui, il a récupéré ça sur les nouvelles d'Abraham Merritt, qui sont sorties 10 ans plus tôt, et il a développé, après il a rajouté les contrées des rêves, il a rajouté des choses, puis ça touche à lui, mais je pense que le concept même de ce type d'horreur comme ça, c'est pas de lui non plus, je pense. Donc je pense en fait, ça limite le rôle de Lovecraft, mais je suis un peu négatif, hein, comme vous remarquez sur Lovecraft. Non. Après, je pense que ce qu'on peut par contre pas lui retirer, c'est qu'il avait bien compris les codes de la littérature fantastique. D'ailleurs, il avait écrit un bouquin là-dessus, enfin un essai, je pense, sur surnaturel en littérature. Je pense que horreur et surnaturel en littérature. Je pense que c'est ça le titre de son essai, et qui se trouve d'ailleurs dans le tome 3, je pense, de l'intégral bouquin. Donc il est... et donc il avait quand même bien analysé le truc, et il connaissait les recettes, et voilà, il l'utilisait pas mal. Enfin, moi je trouve que certains
ça vaut quand même la peine de le lire parce qu'il y a quand même quelques trucs comme ça qu'il arrive à faire et qui sont assez sympas. Moi, je t'avais parlé, je pense, d'une nouvelle, ça s'appelle Dans l'abîme du temps. Et c'est une nouvelle où un homme va échanger, enfin, pas volontairement, bien sûr, son esprit avec une créature très ancienne. Et en fait, il va perdre 5 ans de sa vie, comme ça. Quand il va revenir dans son corps, quelqu'un avait pris sa place pendant 5 ans, et lui avait, pendant ces 5 années, vécu dans le corps de la créature, et avec manifestement un dispositif pour essayer de lui faire oublier, mais ses souvenirs de la période où il était dans le corps de cette créature très ancienne lui reviennent sous forme de rêve. Et il finit par comprendre ce qui lui est arrivé, quoi. Donc moi, cette nouvelle-là, je trouvais qu'elle était assez originale. Enfin, moi, j'ai rien lu du même genre chez un autre auteur. C'est vrai. Et celle aussi de l'antiquaire, c'est de lui, un gars qui va chez un antiquaire, il récupère quelque chose et du coup il fait une plongée dans ses incarnations précédentes et il remonte jusqu'à l'aube des temps. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça, je ne sais pas. Ça me dit rien, celle-là, non. Bon. Mais bon, à nouveau, c'est très loin, tout ça. Bon. Donc, tu disais c'est pas le modèle de Pickman? Je sais plus. Possible. Alors ça nous amène à la sélection. S'il y avait 3 livres de Lovecraft à lire, je sais que ça fait... Qu'est-ce que vous conseilleriez? C'est compliqué, ça. Ouais, il n'y a pas grand-chose. 3, ça fait beaucoup pour Lovecraft. Ouais, Livres, j'ai pas de livres à conseiller. Des nouvelles, oui, j'en ai à conseiller. Maintenant, des livres, comme je vous dis, c'est compliqué parce que effectivement, autant acheter les 3 volumes de l'intégrale et puis de faire son marché soi-même, quoi. Ouais, mais ça coûte cher. Hein. Je sais pas. Maintenant, on la trouve à des prix défiant toute concurrence. Enfin, elle est quand même assez vieille et on la trouve relativement facilement en occasion. Alors, ok, donne-nous des nouvelles. Alors, tu as une liste de nouvelles à nous conseiller, Madame Ridieu? Ah oui, moi, j'aime beaucoup La Malédiction de Sarnath, qui est on va dire la plus longue des nouvelles que j'apprécie dans Dagon. Alors, La Malédiction de Sarnath, elle a un petit côté archéologique qui me plaît bien. J'ai fait des études d'archéologie, donc forcément, ça me parle. Et elle se passe dans les contrées du rêve. Il y a un petit côté aussi sumérien, babylonien dedans qui est pas désagréable. Voilà, donc ça c'est la première que je conseille. Ensuite, La couleur tombée du ciel, qui est assez atypique dans l'œuvre de Lovecraft, c'est que je ne saurais pas définir pourquoi je l'aime bien, mais elle n'est pas dans le mythe, elle n'est pas dans les contrées, et pourtant on peut la relier aux deux. D'accord, et une troisième et enfin tout simplement Dagon. Et je dis bien Dagon et pas l'appel de Cthulhu, parce que Dagon est bien mieux écrit que l'appel de Cthulhu. Voilà, et au final, bon, alors c'est la première que j'ai lue. Donc c'est celle qui m'a peut-être le plus marqué en fait. Voilà, c'est la première du volume qui s'appelle Dagon. Et toi alors, Chérine Ford, tu nous conseillerais quoi? Comme nouvelle? Comme livre, hein. Moi, je pense que comme livre, Dans l'abîme du temps, il est pas mal. Hein. Il reprend 4 nouvelles, dont L'appel de Cthulhu, Dans l'abîme du temps et Les montagnes hallucinées, qui est à ses défauts, je vais dire comme nouvelle, mais qui reste un classique dans le style, ou avec une expédition antarctique et une chose horrible à la fin au bout du monde. Et la 4e nouvelle, c'est La maison de la sorcière, dont je ne me souviens plus sincèrement. Celui-là, je pense c'est une valeur sûre. S'il faut peut-être en acheter qu'un, autant prendre celui-là. Après, oui, enfin, c'est sûr que l'intégrale des bouquins permettra d'avoir, en tout cas, donc les 3 bouquins d'intégrale permettra au moins d'avoir l'ensemble des nouvelles de Lovecraft et un certain nombre de nouvelles des membres de son club, ce qui permet quand même d'avoir
beaucoup de matériel. Et c'est comme dit Madame Ridul, je pense que de nos jours, c'est plus si cher que ça. Et surtout, ça coûtera beaucoup moins cher que de commencer à essayer de traquer l'ensemble des nouvelles dans diverses anthologies, parce qu'au final, tu finiras par acheter 4 fois la même nouvelle, quoi, hein. L'appel de Cthulhu qui est dans l'abîme du temps, par exemple, tu vas la retrouver tu vas la retrouver dans un recueil qui s'appelle l'appel de Cthulhu, et elle sera dans une des intégrales de bouquins, et puis tu vas la retrouver encore dans un autre recueil. Enfin, ils font un marketing complètement dingue autour de Lovecraft. Donc c'est vrai que cette intégrale a au moins le bénéfice de reprendre l'ensemble de l'œuvre en un seul, enfin en 3 volumes. Mais voilà. Après, c'est vraiment pour les fans, hein, ça, on est bien d'accord. Pour ceux qui veulent découvrir dans l'abîme du temps, c'est très très bien. Et au moins, on n'a que des textes de Lovecraft, on n'aura pas d'autres personnes. On pourra décider par soi-même si c'est vraiment nul ou si c'est vraiment bien. Ouais, moi, de mon côté, bien sûr, je recommande pas de lire Lovecraft. Je recommande de lire plutôt Jean Ray ou Poe. Mais moi je dis, pour lire Lovecraft, autant prendre un recueil comme Le Masque de Cthulhu, je crois, fait ça bien. Un petit recueil avec des nouvelles de Lovecraft, mais aussi des autres, la blog d'Herlette. Ça permet de voir un peu ce que font les autres dans le même univers, et des fois c'est salvateur, hein. La nouvelle sur les dauphins m'avait vraiment marqué, là, ça, c'est une nouvelle dont je me souviens. Donc moi je conseille des petits recueils comme ça, qui a pas que du Lovecraft, mais aussi d'autres textes. Ça permet un peu d'élargir un peu les horizons, et éventuellement lire, s'il y a du Abraham Merritt dedans, ça permet de voir un peu d'où ça vient. Mais bon, tout ça, c'est quand même pas avisant. Alors c'est un sujet que je voulais aborder sur en fait la popularité extrême de Cthulhu en France, de Cthulhu de Lovecraft en France. Et comme vous avez vu récemment, là, on a les auteurs de l'imaginaire là sous l'égide de Brajlon là, qui essayent de promouvoir la science-fiction, la littérature de l'imaginaire en France à partir de 2017 là, et de faire des promotions. C'est Stéphane Marsan qui lance ça, je pense, en comparant la popularité des genres de l'imaginaire dans les autres pays d'Europe. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que Lovecraft, c'est un des problèmes de l'imaginaire en France. Parce que là, c'est une très grande image en France, Lovecraft. Certains disent, ah oui, le maître de Providence, machin, blablabla. Donc je trouve que c'est un problème que le milieu de la science-fiction française donne tant d'importance à Lovecraft, parce que si on a de nouvelles personnes qui arrivent, qui viennent de lire, je sais pas, du Stephen King, ou qui viennent d'une littérature un peu plus générale, ou peut-être, et qu'ils arrivent, on leur dit, ah tu vas voir un des grands maîtres de la science-fiction et du fantastique, c'est Lovecraft. Ils vont lire Lovecraft, et ça pose un problème de crédibilité complet pour tout le genre, parce que d'un point de vue littéraire, c'est pas très très bon. Comme on a dit, il y a pas mal de défauts, il y a quelques trucs bien, mais de vouloir pousser comme ça Lovecraft comme étant un ambassadeur de la SFF, je trouve que c'est un peu un problème, une erreur stratégique, et ça nous dessert parce que c'est vraiment pas un auteur de grande qualité. Aux États-Unis, il n'est pas aussi reconnu parce que on ne lui reconnaît pas cette qualité qu'il a vraiment pas. Il l'a eu sur certaines nouvelles, mais donc c'est pour ça que je suis assez ferme sur Lovecraft, parce que je pense que ça nous dessert de promouvoir Lovecraft. C'est pas une qualité supérieure pour être un bon ambassadeur du fantastique, à part quelques nouvelles, et c'est pour ça que j'essaye de renvoyer les gens sur d'autres auteurs, des choses plus intéressantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis pas... Enfin, bon, j'aime bien Lovecraft, donc du coup je suis pas forcément d'accord avec toi. Par contre, je suis d'accord sur le fait que c'est pas forcément le meilleur ambassadeur pour la SFF, parce que tout simplement c'est tout le background du personnage. C'était quand même un type détestable. Et franchement, dès qu'on commence, ne serait-ce qu'à lire 10 pages, 10 lignes de sa biographie, on se dit mais putain, mais quel connard, excusez-moi du terme. Enfin, il est raciste, il est misogyne, il est pour toutes les théories à la con du début du XXe siècle. Hein, donc ça se ressent dans son œuvre, hein, d'ailleurs. Hein, oui, bon, d'ailleurs, ça se ressent dans son œuvre, effectivement. Ah oui. Mais voilà, je veux dire, au XXIe siècle, c'est pas forcément la meilleure image à proposer pour faire découvrir la science-fiction, en fait. Une des nouvelles que j'ai relues il y a quelques années, et qui m'a marqué il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette nouvelle, c'était en rapport avec des profonds, donc des êtres qui vivent sous la mer, hein, qui sont en fait anciennement humains et qui se dégénèrent petit à petit en profond.
Eh bien, quand j'ai lu cette nouvelle, moi, ce qui m'a assez fasciné, c'est que finalement, ces créatures qui naissent de l'union de femmes et de profonds, euh, en fait, ce qu'on leur reproche finalement, c'est d'être différentes, parce que bon, c'est pas qu'elles font des sacrifices humains, c'est pas qu'elles font quoi que ce soit d'autre euh, qu'avoir peut-être un culte différent vis-à-vis de ceux des profondeurs et s'accoupler surtout avec des êtres humains, ce qui est impensable évidemment. Et bon, quand on réfléchit un peu, quand on prend un peu de recul par rapport à ça, on peut quand même se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a là derrière, est-ce qu'il n'y a pas un message en filigrane qu'on veut faire passer. Bon, ça, voilà. Alors après, c'est une lecture vraiment du 21e siècle que tu fais là. C'est très moderne dans l'inclusivité consensuelle. Mais bon, c'est sûr, oui, ok, t'as raison. mais ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, on peut pas non plus être plus grand que son époque. Ça, c'est tout à fait clair. Hein. Bon, je peux bien imaginer que vu l'époque à laquelle Lovecraft est né et est mort, bah oui, il a il reproduit des idées qui sont bien effectivement de ce siècle-là. Maintenant, c'est clairement et de son milieu. Alors voilà, donc il faut le lire avec le recul nécessaire. C'est ça que je veux dire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le lire du tout, mais en tout cas avec le recul nécessaire. Et bon, dire que c'est un maître, je ne suis pas nécessairement d'accord avec le fait de dire que c'est un maître du fantastique, mais c'est un précurseur. Enfin, c'est un des précurseurs, ça c'est certain. Et donc ça vaut quand même la peine. Peut-être pas de lire toute son œuvre, mais deux, trois nouvelles, ça fait quand même pas de mal. Alors après, c'est clair. Tout dépend de ce qu'on appelle un maître. Est-ce que c'est parce que c'est la qualité qui compte, ou est-ce que c'est parce qu'il a imprimé sa marque sur ses suiveurs? Là, en l'occurrence, c'est le cas. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Bon, ça fait un petit peu le tour d'horizon de notre petit dossier Lovecraft. Il nous reste 5 minutes pour parler d'actualité un peu, si on ne veut pas trop déborder. Alors, ça va être juste un livre chacun. Qu'est-ce que vous lisez? On va commencer par, disons, Madame Ridul. Qu'est-ce que tu lis? Alors, Madame Ridul, elle a fini Le problème à 3 corps de Hugh Kickin, j'espère que je le prononce bien, qui a donc reçu un prix Hugo en 2015. Ouais. Et donc, bon, en règle générale, les prix Hugo, c'est un gage de qualité. Et ben, je suis déçue. Alors déjà, petite critique technique. Quand le 4e de couverture est un gros spoiler, voilà, on sait tout de suite qui est la méchante dès le début, au final. Donc, pas de suspense. Ne me le dis pas parce que je dois encore le lire. Franchement, si tu ne le devines pas en lisant le 4e de couverture, et donc, voilà, le texte, c'est pas bien. Et le texte, il est banal. Il n'y a pas de surprise. Est-ce que c'est la traduction? Mais je trouve pas qu'il y ait de passage de morceaux de bravoure littéraire, en tout cas. À part peut-être là vraiment le premier chapitre qui parle de la révolution culturelle en Chine. Et effectivement, celui-là est plus intéressant que les autres. Ah bah, après, ça part un peu. Un auteur vend son livre sur son premier chapitre aux éditeurs, donc il a intérêt à faire ça bien. Hein. Donc voilà, disons que c'est le fait de commencer sur la révolution culturelle, c'est très atypique, donc forcément ça attire l'œil. Maintenant, les chapitres sur le jeu vidéo, je les trouve sans intérêt aucun. Malgré toutes les références à la culture classique chinoise qui me parlent, puisque je lis beaucoup de littérature classique chinoise. Les parties... Tu connais la littérature chinoise? Oui, j'ai tous les classiques traduits en français, je les ai. Ah oui, donc oui, parce que ça aurait pu être un problème aussi, tu sais, où il y a beaucoup de références culturelles qui passent pas, mais toi, si tu les as... Je peux pas dire si ça peut poser problème, parce que moi, je les ai, les références. Ok. Donc même avec les références, le livre n'est pas bon. Voilà. Ah oui, d'accord.
C'est dommage, je suis très déçue parce que j'avais lu La ménagerie de papier de Camus, qui est certes d'origine chinoise mais américaine tout de même, et j'avais trouvé ça plutôt pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas, jetons un coup d'œil à la littérature de science-fiction chinoise, surtout qu'en plus on disait que voilà, c'était vraiment la légende de la SF en Chine. Si c'est le meilleur auteur chinois, je suis pas sûre que j'irai rejeter un coup d'œil plus avant. Bon, parfait. En même temps, il n'y en a pas encore beaucoup. Hein. Ça te fait un livre de moins à lire chez Ford. C'est parfait, tu peux le dégager direct, excellent. Mais moi, je l'ai en anglais, donc je le lirai quand même pour voir. Mais moi, j'ai lu 3 trucs récemment, mais si je suis limité à un, je vais vous parler de La fin de tout de John Scalzi. Donc, c'est le 6e livre de la trilogie du Vieil Homme et la Guerre, donc qui avait commencé comme une trilogie et qui clairement est partie pour durer. Hein. Donc, je ne sais pas si vous connaissez John Scalzi. Pas du tout. De nom et pareil, la trilogie de nom, mais je ne l'ai pas lu. Ok. Donc, en gros, l'idée de base de cette saga, c'est qu'on est dans un futur assez éloigné et la Terre va partir à la colonisation des étoiles et va établir une union coloniale. Elle va rencontrer des espèces très hostiles. Et dans le premier roman, Le Vieil Homme et la Guerre, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, un vieil homme, vraiment une personne qui est proche de la mort, s'est engagé dans les forces coloniales. Et en fait, on accepte les recrutements de toutes les personnes âgées, ça ne pose aucun problème. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, évidemment, on va transférer son esprit dans un corps biologique amélioré qui va lui permettre d'être un bon soldat. Bref, je ne vais pas plus loin dans le truc du début, parce que au cas où certains veulent lire cette saga, qui est vraiment très très bien, moi je la recommande. Donc, dans ce livre, La fin de tout, on est bien plus tard, et il y a un conflit, en fait, entre la Terre et l'Union coloniale, qui est organisée par une espèce de troisième partie, on va dire, qui veut en fait mettre fin à une paix qui a été négociée assez difficilement, je vais dire, et qui continue, mais sur le fil du rasoir, quoi. Et donc, c'est La fin de tout, c'est un recueil de nouvelles, comme le précédent livre, donc le 5e tome est également un recueil de nouvelles. Et donc, on a plusieurs petites histoires qui quand même s'enchaînent, hein, donc c'est chronologique. Hein, donc, la première nouvelle se passe chronologiquement avant la deuxième, etc. Donc, c'est bien. C'est assez sympa, donc moi je suis ça depuis 6 volumes, donc j'espère bien que c'est bien, oui, c'est assez sympa. On peut le lire indépendamment, on pourrait lire le 6 comme ça direct ou non c'est ça veut dire oui, non, ça. Probablement. Je conseillerais quand même de lire le 5, qui est aussi un recueil de nouvelles, donc qui s'appelle Humanité divisée, avant, parce que les événements se suivent plus ou moins. Il faut savoir qu'en fait la trilogie concerne une personne, donc c'est le même héros dans la trilogie, hein, donc Le Vieil Homme et la Guerre, et les 2 livres qui suivent. Et puis alors le 4e tome, qui s'appelle Zoé, reprend les événements du 3e tome, mais vu par une personne différente. Donc ça, c'est assez original, je trouve. Enfin, ça se fait pas si souvent que ça. Donc il y a bien sûr des redites, mais on découvre aussi des choses qu'on ne savait pas, dont on ne s'était pas rendu compte, et c'est plutôt malin, c'est plutôt bien fait. Et puis alors, dans Humanité divisée et dans La fin de tout, on a cette histoire, ce sont toutes des petites nouvelles. Certaines sont très bonnes, d'autres sont plus moyenne, on va dire. Ici, dans la fin de tout, la première nouvelle concerne ce qui s'intitule La vie de l'esprit.
parle en fait d'un cerveau qui a été détaché de son propriétaire, qui est pour être mis dans une boîte afin d'assurer sa coopération comme pilote de vaisseau. Okay, c'est du transhumanisme, donc on aborde beaucoup le transhumanisme. Ça me rappelle, comment dire, Anne McCaffrey, ça. Ouais, peut-être, mais voilà. Donc voilà, Tu alors conseilles, après, et tu vas lire le 7e alors? Tu conseilles tout ça? Ah, moi, si le 7e sort, je le prends tout de suite. Oui, c'est évident. Enfin, je suis assez fan de ce qu'il fait. Jean Casi, il y a des choses qui sont moins bien dans ce qu'il a écrit, mais notamment, il avait écrit Red Shirts, qui était une espèce de pastiche de Star Trek où tu avais le héros principal était un de ces chemises rouges qui était plus ou moins destiné à mourir dans la première mission où il part sur une planète avec le capitaine. Tu vois ce que je veux dire? Bah, chemise rouge, quoi. Ouais, Bon, c'est ça. Donc pour pas voilà. être trop long, je vais devoir t'interrompre un peu, ok? Donc, Je m'arrête là. ok, on s'est noté. Moi, je vais vous parler d'un petit Jack Vance que j'ai lu. Moi, je suis un grand fan de Jack Vance. J'adore son imaginaire. Donc, j'ai lu Whist Alastor 1716, qui est un petit livre. En fait, il y en a plusieurs dans ce petit coin d'univers de Jack Vance. Donc, c'est du Jack Vance pure souche, je dirais. On a un héros assez ingénieux qui en a marre de sa petite vie tranquille sur sa planète. Il est peintre à ses heures. Et il veut aller voir une société égalitariste sur une planète qui s'appelle Alastor, dans l'amas d'Alastor. Et il veut aller voir cette société égalitariste, qui est une sorte d'utopie néo-communiste hippie. Et il veut aller voir là-bas la qualité de la lumière. Et donc il part avec ses peintures et il s'intègre plus ou moins tant bien que mal dans la société égalitariste, qui est très amusante, où les gens font vraiment rien à part manger et boire. Il n'y a que ça qui les intéresse. De temps en temps, il copule aussi à droite à gauche, comme il dit, pour s'occuper. Il y a des jeux du cirque. Et donc, c'est très, comme d'habitude dans Jack Vance, c'est très coloré. C'est presque un road movie. Hein. Il va dans la planète, il rencontre des gens. Par contre, c'est écrit un peu au fil de la plume. Hein. C'est pas très bien construit. Il y a une intrigue qui se finit par ailleurs. Il se retrouve embrigué dans un autre truc. Ils veulent le tuer. Il part plus loin. Il devient serveur dans un café. Il fait des peintures. Bon, ça, c'est Jack Vance, quoi. Mais c'est toujours très, très coloré. Très amusant. La fin tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein. Mais bon, c'est toujours un voyage distrayant. Jack Vance, c'est vraiment le voyage pur, hein, l'imaginaire à 100%. Donc moi j'ai bien aimé, un petit livre distrayant qui fait sourire, et la société égalitariste est amusante et bien dysfonctionnelle aussi. Je sais pas si vous l'avez lu, je crois que tu l'avais lu, Madame Ridul? Oui, T'avais aimé? oui, je l'ai lu et j'aime bien Jack Vance de base, hein, mais c'est vrai que si on cherche une intrigue poussée, travaillée, faut choisir autre chose. Ouais. Mais c'est toujours agréable à lire parce que effectivement c'est exotique, les descriptions sont toujours hautes en couleur, donc voilà, c'est du Jack Vance. Si on ne connaît pas Jack Vance, il faut absolument découvrir Jack Vance parce que c'est le maître, voilà. C'est agréable à lire. Tu l'as lu toi, Sherine Ford, celui-là? Je pense, oui, mais ça fait longtemps. Donc voilà. Moi, Jack Vance, ce que je retiens, c'est plutôt le cycle de Chai et de Lyonès. C'est les deux. Dans tout ce que j'ai lu, c'est ceux que j'ai retenu et mis de côté et gardé en vue de les relire un jour. Ah oui, Chai, c'est fantastique. Bon, bah ça conclut notre épisode. On arrive à la fin de notre temps réglementaire. Donc merci à tous deux d'avoir été là. Notre prochain épisode, on en discutait, on va attaquer l'Heroic Fantasy, on va parler de Michael Moorcock. Moi je suis un grand fan de Moorcock, on en a tous beaucoup lu visiblement, donc ça va être intéressant. Donc prochain épisode sur Michael Moorcock. Merci d'avoir été là, Sherine Ford et Ridul, et puis à la prochaine tous deux. Voilà, à la prochaine. À la prochaine.